Chers petits observateurs, que faut-il savoir avant d'acheter une Jaguar XK8 cabriolet? Dit autrement, le rêve est-il accessible ou peut-il se transformer en cauchemar? Bonjour Alexandre Guirao. Bonjour Renaud, tu vas bien? Ça va? Bonjour POA. Alors là, tu sais que tu fais une voiture qui sera mienne. Donc... Ouais, tu sais que tu m'en parles depuis des années. Depuis des années, mais bon, voilà. La vie étant ce qu'elle est, Chaque mais chose voilà. en son temps. Je l'aime, donc... Ouais. Bon, on est en terrain conquis, hein, Jaguar avec POA, c'est une longue histoire d'amour. Donc... Non, mais moi je suis très embêté parce que, on va le dire tout de suite, c'est une voiture géniale qui reste accessible en termes de prix. Tout de suite les pieds dans le plat. Celle-là vaut 25 000 euros. Ouais. Le rapport qualité-prix, il est imbattable. Enfin, on va parler de la qualité, mais non, jamais tu as V8, capote. Le rapport qualité-prix, tu l'as dit, est imbattable. Il était imbattable quand elle était neuve, parce que c'est une voiture qui est sortie en 1996. Elle coûtait un peu moins de 50 000 euros neuve en coupé et un peu plus en cabriolet. Ouais. Voilà. Pour donner une idée, j'ai regardé à peu près ce que coûtait une Porsche 911 neuve à l'époque. Il fallait ajouter 15 000 euros. Donc, Jaguar a toujours été, mais même avant avec la Type E, capable de faire quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire te donner une voiture qui est belle, qui a du moteur et de la performance. C'est pas belle. Et qui a un prix, elle est somptueuse. Somptueuse. Voilà. Mais qui a un prix imbattable. C'est-à-dire que c'était déjà vrai pour la Type E. Et quand ils ont lancé cette voiture, il y a eu tellement de demandes. Le réseau Jaguar était saturé, en particulier aux États-Unis, parce que 50 000 $ pour une voiture comme ça, c'était cadeau, quoi. C'était voilà. Et même aujourd'hui, effectivement, en occasion, on a tendance à se dire, waouh, finalement, si pour 25 000 euros j'ai une voiture comme ça, c'est quand même assez incroyable. Voilà. Il y en a eu beaucoup de produits. Alors c'est une grande production. On est autour de 90 000 exemplaires. Coupé et cabriolet, et c'est à peu près moitié-moitié. D'ailleurs, je regardais pour avoir une idée, on trouve autant de coupés que de cabriolets. Voilà. Donc, c'est déjà un beau volume de production. Elles étaient toutes avec un V8. Hein. Là, il n'y a pas de... Alors oui, il n'y a pas eu 36 moteurs. Elles étaient toutes avec un V8. C'est le même moteur qui a simplement subi 4 litres 2 en fin de vie. Et puis, il y a eu des versions sportives avec un compresseur, les fameuses XKR. Voilà, donc pour les plus dynamiques. Ils sont un peu plus chers, un peu plus recherchés, mais c'est un peu plus d'emmerde si je... Alors, la XKR, faut pas la fuir, hein, c'est très performant. Après, c'est très performant au niveau moteur, mais ça l'est pas forcément au niveau freinage, etc., parce que ça reste une voiture qui est typée confort. Voilà, mais en accélération et tout, c'est assez imbattable. Et c'est pas un nid à souci, simplement, faut être un peu plus attentif au refroidissement, à toute la tuyauterie, pompe à eau, etc., du fait qu'on va solliciter plus le moteur et dégager plus de chaleur que sur la version atmosphérique. Alors justement, quand je te dirais trouve-moi une, qu'est-ce que tu regarderas? C'est quoi les trucs? Parce qu'on voit quand même des prix, ça commence à... Ça commence pas cher. Hein, tu en as à 12 000, 15 000, même 8 000 parfois, enfin on dit dans les tristes états. Il y en a qui sont très fatigués, qui sont pas chers et qui sont à reprendre complètement, mais c'est pas une voiture où il faut viser à des pâquerettes à remettre à niveau, sauf si on a soi-même une carrosserie ou des talents de mécanique. Il faut en acheter une qui est bien vécue et qui soit restée dans un état honnête. Celle-là est loin d'être parfaite, mais c'est une belle auto, voilà. Donc, ce que tu vas regarder, c'est que tu vas regarder déjà, est-ce que la voiture, elle a bien vieilli? Alors, elle a bien vieilli, je vais dire, en fait, c'est déjà une voiture, tu vois, par exemple, elle a des choses assez raffinées. Tous les accastillages de pare-brise sont peints avec une peinture gris satiné qui est très élégante. Par contre, ça a une fâcheuse tendance à rouiller. C'était comme ça d'époque? Ça n'a pas été rajouté? Non, c'est comme ça d'époque. Alors, les cabriolets moins, mais les coupés qui ont souvent vécu plus dehors, etc., il n'est pas rare, en fait, que la peinture soit un peu boursouflée et rouillée. Et du coup, si tu l'as, bah, tu vois, par exemple, sur les bords, là, tu l'as ici un peu, tu vois, ici, elle est un petit peu abîmée, là, voilà, typiquement, le défaut, on l'a, voilà. Bon, bah, tu l'as un peu sur les extrémités, c'est pas méchant. Si tu l'as un peu partout et que tu l'as en plus sur la peinture, c'est que ta voiture, elle est restée quand même beaucoup dehors et elle est pas belle et elle est défraîchie. Ça veut pas dire qu'elle va rouiller de partout parce qu'elles sont quand même assez bien protégées de ce point de vue-là, mais tu as envie qu'elle soit belle et typiquement, c'est des choses qui sont un peu casse-pieds à refaire parce que si
si demain tu dis à ton carrossier, refaites-moi toutes ces baguettes à l'identique, l'air de rien, il va falloir qu'il les démonte une par une, qu'il les ponce, qu'il les repeigne, etc. Donc tu as quand même un beau billet de carrosserie à mettre pour avoir un truc impeccable. Qu'est-ce que c'est ça? Non, ça c'est juste quelque chose qui a été ajouté pour protéger l'arête. C'est les petites bavettes en silicone là. Voilà. Donc regardez la carrosserie, regardez pareil les ajustements, que les portes ferment bien, des trucs assez basiques, mais la voiture a besoin d'être belle parce que tu vois, c'est une voiture qui a une robe qui est complètement lisse. Il n'y a pas d'aspérité forte, de décroché, etc. Donc voilà, tu n'as pas envie qu'elle ait un coup sur l'aile, qu'elle ait des marques, etc. Et c'est une voiture qui n'est pas facile à maintenir belle au niveau carrosserie parce qu'elle est très vulnérable. Les pare-chocs protègent de pas grand-chose puisqu'en fait, les pare-chocs sont complètement enveloppés et peints. Ils remontent très haut ici sur l'avant, donc c'est très sensible au gravillonnage. Voilà. Par exemple, cette voiture a encore son capot en peinture d'origine. Alors du coup, il a pas mal de petites retouches pinceau, etc. Mais c'est sûr que ça prend du gravillon et ça s'abîme, c'est très bas et c'est très exposé. Les optiques, c'est un peu comme l'œil du poisson sur le rayon au marché, mais plus ils sont clairs et vifs, mieux c'est. Oui, c'est du polycarbonate qui jaunit ça. Voilà, donc en fait, avec le temps, les joints sont moins étanches, il y a des saletés qui rentrent, l'intérieur jaunit. Bon, là aussi, c'est pareil, c'est toujours un indice de savoir si la voiture est restée beaucoup à l'extérieur ou est restée plutôt protégée, etc. C'est cher à changer, ça? Je ne sais pas combien il coûte, sincèrement. L'avantage sur Jaguar, c'est que globalement, les pièces sont assez disponibles. Il y a aussi beaucoup de pièces d'occasion. Tu vas pouvoir peut-être trouver des phares en bon état d'occasion. Et donc, c'est pas forcément, il n'y a rien de très cher en pièces sur ces voitures-là. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle quand on s'y intéresse. Donc, carrosserie, voilà, c'est une belle voiture. On a envie qu'elle soit belle. On a envie que les choses fonctionnent. Il n'y a pas de piège au niveau, je dirais, de la construction de la voiture. Elle est bien faite, elle n'est pas spécialement sensible à la corrosion. Je dis quoique, parce que tu peux avoir sous la voiture, sous le berceau moteur, surtout sur les coupés qui ont beaucoup de kilomètres et qui ont fait du sel en hiver, des problèmes de corrosion. Et là, c'est très embêtant parce que si tu as de la corrosion sur la partie qui est sous le berceau moteur, évidemment, il faut sortir le moteur pour réparer, etc. Ça veut dire des gros budgets. C'est plus sur les berlines que sur les coupés, mais bon, c'est la seule partie éventuellement à surveiller en carrosserie. Alexandre, je te posais une question et tu m'as dit « mais non !» Je t'ai dit, cette voiture, elle est fiable parce que c'est Ford qui a fait le moteur. Et tu m'as dit, mais non, là aussi, légende urbaine, oui, même si c'était sous contrôle Ford, c'est beaucoup plus subtil. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'un moteur ne se fait pas en 1 an ou en 2 ans. La conception d'un moteur dans la vie d'une automobile, en général, c'est un cycle de développement de minimum 4-5 ans. Et dans les temps plus anciens comme ceux-là, c'était souvent un peu plus parce qu'à l'époque, tout ce qui était validation, on le faisait avec des vrais moteurs qui tournaient sur des voitures, etc. pour être sûr de la fiabilité. Donc, le moteur n'a pas été fait par Ford. Le moteur a été fait par les équipes d'ingénieurs de Jaguar et le moteur n'a jamais équipé aucune Ford pour la simple raison que Ford avait déjà tout ce qu'il voulait en V8 et surtout avait des moteurs beaucoup moins chers et beaucoup moins sophistiqués à fabriquer. Donc il est à 300% Jaguar, voilà. Il est vrai qu'on arrive dans l'époque où Ford est devenu l'actionnaire de Jaguar et ça a amené plutôt des process de contrôle qualité, des choses, des méthodes, on va dire, voilà, sur la gestion de l'entreprise. Mais ça n'a pas amené grand-chose dans cette voiture-là, XK8, qui était née... Mais ce que tu es en train de me dire, c'est que Jaguar, pour remplacer ces fameux 6 cylindres, avait donc un V8 en préparation. Voilà, parce que Jaguar avait longtemps l'idée que le V12, le V12 qui était dans les XJS, on a fait des vidéos avec toi dessus. Ou les XJ12, voilà, ce V12 n'allait pas pouvoir éternellement survivre aux normes de pollution. Donc de toute façon, Jaguar avait commencé à travailler sur le V8 pour avoir un gros moteur en fait qui fasse toutes ces voitures de façon très universelle. Voilà. D'accord. Alors il est vrai que le projet XK8 lui a été développé avec l'actionnaire Ford. C'est-à-dire qu'en fait, quand il a fallu remplacer la XJS, Jaguar avait des projets de voitures. On en a une au fond de XJS là-bas. Et quand Ford a découvert les projets qui étaient, on peut trouver des dessins sur Internet et des maquettes échelle 1, c'est vrai que la voiture était un peu baroque. On imagine une XJ40, j'en ai pas ici, mais en coupé. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dit, mais finalement...
cette voiture-là, elle fait déjà vieille, vous n'allez pas mettre ça en production. Et l'autre chose qui s'est passée, c'est qu'à cette époque-là, le petit cousin de lointain Aston Martin a sorti la DB7. Et la DB7, qui n'est pas très éloignée en style. Non, il y a beaucoup de ressemblances. Voilà. Et quand la DB7 est arrivée, les mecs de Ford se sont dit, au fait, vous ne pouvez pas nous faire la même chose en Jaguar et avec votre nouveau moteur dedans. Et en fait, c'est ce qu'ils ont demandé à Jaguar de faire et c'est ce qu'a donné la XK8. Voilà. Donc, c'est une toute nouvelle voiture. C'est avec une vision très ambitieuse de Ford, sans doute plus ambitieuse que la vision Jaguar, mais c'est par contre avec une mécanique qui était développée par Jaguar et qui n'a été que sur les berlines et les coupés Jaguar, puisqu'on l'avait sur les XJ de la série 308 aussi. Ok. On le regarde? On le regarde, allez, on peut le regarder. Il y a quand même des trucs à savoir. Il y a trois trucs à savoir dessus. Donc, je salue JJR, je ne sais pas si ils regarderont. On salue Manu et JJR. Voilà, Manu et son papa et Manolo. On le regarde certainement, et Manolo, voilà. Et toute l'équipe, et Goran, et voilà. Donc un V8 Jaguar 4 litres première génération. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a à voir? Pas grand-chose, du plastique partout, comme sur tous les moteurs modernes. Bon, il y a 2-3 petits trucs à savoir. La première chose, c'est que globalement, si vous voulez faire 500 000 km, il n'y aura pas de problème. J'adore entendre ça. Ça, il y a preuve à l'appui. Plutôt sur les berlines que sur les cabriolets. La première chose à savoir, c'est que quand le moteur est sorti au tout début, la pompe à eau n'était pas très bien étudiée. Donc, ils ont changé de type de pompe à eau. Donc, si vous avez vraiment les voitures du début, donc c'est-à-dire en gros 96, si on veut vérifier, il faut aller voir le numéro de la pompe, etc. Mais bon, il est conseillé de changer la pompe à eau. Alors, elle est tout en bas devant, donc tu ne pourras pas la filmer. Mais avec une petite caméra endoscopique, on arrive à voir les numéros et à savoir si une du début et qu'il faut la changer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose importante, c'est que c'est un moteur en V avec une chaîne de distribution. Donc normalement, une chaîne de distribution, c'est supposé être assez immortel, mais ils n'ont pas fait un très bon choix sur la qualité des tendeurs de chaîne. Et donc les tendeurs de chaîne peuvent être défaillants. Là aussi, sur les voitures de la première génération, c'est-à-dire en gros, c'est des voitures qui ont été produites jusqu'à 2001. Bon, et donc ces tendeurs de chaîne ensuite ont été remplacés par un modèle en acier beaucoup plus robuste. Parce que les autres étaient en plastique. Les autres étaient en plastique et pouvaient finir par casser, etc. Il faut vraiment que ça soit changé, ça. Donc ça, si vous avez une voiture sur laquelle ça n'a pas été fait, qui est d'avant 2001, et même si on veut voir précisément, il faut regarder au numéro de moteur pour savoir si elle est concernée ou pas concernée. Vous faites changer les tendeurs de chaîne. Voilà. La chaîne de distribution, pas forcément. Je dirais si la chaîne est encore bien en termes de tension et tout, il n'y a pas de raison de la changer. Si par la même occasion on veut mettre une chaîne neuve parce que la voiture a déjà un gros kilométrage, on en profite. Donc ça, c'est vraiment le point de départ sur le V8 avant 2001. Et après, il y a la chose aussi ici du boîtier thermostat. Donc là où j'ai les doigts, cet élément-là qui fait l'entrée du circuit d'eau qui arrive du radiateur et qui va sur les culasses. Là, on est sur une version en aluminium qui est donc quelque chose de plus moderne que la voiture, qui est de meilleure qualité que ceux d'origine. Bon, c'est pas indispensable, mais ça peut être un plus si on veut améliorer le moteur. Il y a une faiblesse là sur le Voilà, il peut y avoir aussi une petite faiblesse à cet endroit-là. Okay. Voilà. Et après, il est conseillé de faire contrôler toute la partie tuyauterie, circulation d'eau. Alors bon, bien sûr, ça c'est très facile à voir, ceux qui sont ici en haut du radiateur, mais c'est moins facile à voir ceux qui vont au chauffage à l'arrière, qu'on n'ait pas de fuite de liquide de refroidissement, notamment à l'arrière sur les petits tuyaux de chauffage, parce que qui dit fuite de liquide de refroidissement dit que ça va, à un moment ou à un autre, la fuite va s'agrandir et qu'on peut se retrouver avec un moteur qui chauffe, alors qu'en temps normal, ce moteur n'a aucune raison de chauffer. Donc, j'avais lu aussi qu'il ne faut jamais mégoter sur la qualité du liquide de refroidissement. On peut croire que c'est anecdotique, mais en fait non. Alors ce qu'il faut bien voir sur des liquides de refroidissement de radiateurs modernes et de moteurs modernes, c'est-à-dire qui utilisent de l'aluminium, vous avez différentes qualités de liquide de refroidissement. Donc ça, il faut en revenir aux spécifications du constructeur. La plupart des voitures modernes utilisent ce qu'on appelle un liquide dit
hybride. Alors, il n'a pas de batterie électrique, c'est simplement qu'il utilise des composants à la fois minéraux et organiques. Voilà, et donc souvent, c'est ce type de liquide qu'il faut utiliser. Il ne faut pas mégoter, quoi, parce qu'on peut croire qu'on peut acheter du truc en supermarché, mettre de la flotte. Disons qu'il y a des liquides qui sont dits mélangeables avec tout, etc. Ouais. Oui, mais ils n'auront peut-être pas dans la durée la même tenue dans le temps, parce que par exemple, pour un circuit qui est tout en aluminium, etc., il faut avoir un liquide qui est compatible avec l'aluminium, c'est important. Voilà, donc ouais, okay. il faut pas mégoter là-dessus. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur le moteur, c'est-à-dire qu'en général, c'est des moteurs qui vont vraiment très loin sur des gros kilométrages et il n'y a pas de souci particulier. Les petits soucis qu'ils peuvent avoir sont des soucis d'ordre périphérique au niveau des capteurs, notamment les capteurs de débit d'air qui vont donner l'information au calculateur de l'accélération que vous voulez faire. Et donc, on en a un de chaque côté, donc des fois, il marche plus bien et ça crée des dysfonctionnements et on a le voyant moteur qui s'allume ou la voiture qui se met en mode dégradé, qui accélère plus. Bon, c'est des petits capteurs qu'on peut changer. Alors, ils sont assez onéreux, ils coûtent dans les 100 € quand même, voilà. Comme sur tous les gros moteurs modernes, avoir une dépollution qui fonctionne, pas attendre d'avoir des voyants qui s'allument régulièrement, mais changer les sondes lambda. Bosch, qui fabrique pratiquement toutes les sondes lambda du monde, vous dit que maximum c'est 120 000 km. Mais certains constructeurs vous disent, si on prend la Maserati qui est derrière, c'est aussi du Bosch, et il va vous dire qu'il faut les changer tous les 40 000 km. Alors qui a raison là-dedans, je ne sais pas. Il y a quantité de... On la retrouvera. Il y a quantité de choses où il faut essayer de faire un petit peu du préventif pour pas créer des problèmes plus tard. Voilà. Mais globalement, à retenir que c'est très fiable. C'est très fiable. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi ça, c'est l'accès au freinage. Ah ouais. Voilà, bon, c'est tout simplement le maître-cylindre de frein, le réservoir de liquide de frein. Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui sont un petit peu cachées dans ces voitures. Et de l'autre côté? Par contre, c'est tout ce qui est fusible. Donc en fait, mais là il faut le dévisser ici. On a l'accès à toute la partie électrique. Voilà. Bon, c'est propre. Mais donc c'est une voiture qui est bien née, quoi. Très bien née, très bien née au niveau mécanique. Je parle 2 minutes de la boîte de vitesse. Il n'y a eu que des boîtes de vitesse automatiques. Alors, petite fantaisie quand même de Jaguar, il y a eu 3 types de boîtes de vitesse. Ah bon? C'est la même voiture ou au fil des millésimes? Au fil des millésimes et des versions. Donc, la voiture a eu une boîte ZF 5 vitesses. C'est le cas de celle-là. Ouais. Ah, voilà. La voiture a eu une boîte Mercedes 5 vitesses, mais pour les versions XK-R de première génération. Et après, toutes les versions 4 litres 2 ont eu une version ZF 6 vitesses automatique. Voilà, donc il y a eu 3 types de boîtes de vitesse. Alors, c'est surtout bon à savoir quand vous commandez, si vous commandez en ligne un kit de vidange de boîte de vitesse, ce qu'on appelle le filtre, la crépine, le joint, etc. Parce que, par exemple, si vous avez la boîte Mercedes, c'est pas du tout pareil que la pièce pour la boîte ZF. Donc, il ne faut pas se tromper. Voilà. Après, les 3 boîtes sont super fiables et marchent super bien et il y a 0 problème. Pensez juste toujours, hein, je le dis et je le redis, faites vos vidanges de boîte si ça n'a jamais été fait, parce que c'est à faire maximum tous les 10 ans et tous les 100 000 km à peu près sur ce type de boîte. Voilà. Toi qui en vois beaucoup, c'est fait souvent ou justement j'ai l'impression que les gens ne le font pas? C'est souvent pas fait, même quand elles n'ont pas des gros kilométrages. L'huile qu'on sort est très sale. Voilà. Pareil pour le différentiel arrière. Il n'y a pas beaucoup d'huile, il y a 1,5 litre. Faites vos vidanges tous les 40 000 km. Ça s'use, l'huile se salit avec les impuretés, etc. Et attendez pas que la boîte de vitesse commence à patiner pour vous dire qu'elle a besoin d'huile fraîche. Voilà. Mais c'est très fiable, très fiable. Et une boîte qui va très bien avec le moteur parce que beaucoup de coupes, très onctueux. Oui, c'est une voiture pour cruiser. Hein. Voilà, c'est pas la Lambo. Enfin, ça peut accélérer fort, mais ça a de bonnes performances. C'est un gros chat, quoi. Il y a beaucoup de confort. C'est ce qui frappe le plus dans la voiture quand on la conduit pour la première fois. Et il y a aussi un sentiment d'être dans un cocon très isolé. Viens t'asseoir parce que c'est tellement merveilleux. C'est très douillet à l'intérieur de cette voiture. Tu vois, tu parlais de la carrosserie, mais souvent, moi qui en vois beaucoup, les cuirs Magnolia ont tendance à Alors vieillir. Les cuirs vont marquer, les cuirs vont marquer en vieillir. Super qualité, on le voit là. Ils sont déjà relativement fins par rapport à la génération d'avant, donc effectivement avec le temps,
ils vont plisser, ils vont se décolorer sur là, le on voit bord. bien, c'est très intéressant, Voilà. on voit celui-là qui a été moins, il n'y avait pas de... Celui-là a été recoloré sur le bord, hein, parce que évidemment, il frotte beaucoup avec l'entrée de siège et il s'use. Bon, les places arrière, en général, servent très peu. J'ai une petite parenthèse pour tous les pères de famille qui me demandent si on peut mettre des enfants à l'arrière. Je ne sais pas ce qu'on peut mettre à l'arrière d'une XK8 à part des mais il n'y a sacs pas de d'isofix, voyage. ça peut être la question Non, d'un mais siège bébé. c'est pas du tout prévu et c'est très petit et ça reste bien pour des enfants de 6-8 ans, mais c'est pas très adapté après pour des plus grands. Voilà. Alors ça, se mettre quand à même, bord. ce tronc d'arbre, c'est du vrai bois, Oui, c'est pas du plastique. C'est du vrai bois, c'est du vrai on bois. ne fait plus ça, mais c'est... D'ailleurs, si on regarde différentes XK8, on verra que c'est toujours... pas les mêmes, ouais. C'est différent et que le motif se suit puisque ça a été découpé dans la même feuille, hein, ça se suit d'un élément à l'autre. Oui, tu disais, si on répare, faut que les veines soient au même endroit. Si on devait changer que ça, on trouvera jamais quelque chose qui marche bien. C'est pas facile, voilà. Et ça, c'est vraiment le point fort de la voiture. Et alors surtout quand elles n'ont pas l'option GPS d'époque, parce que sinon elles ont un petit écran qui remplace. Ouais, c'est moche. Et là, on aime bien ça parce que on est à transporter dans l'époque des Type E ou des MK2 et c'est vrai que c'est ce qui fait tout Jaguar. Et les détails aussi, les surpiqûres ici sur la console, le cuir qui vient habiller la console centrale, qui vient habiller le volant. La voiture n'est pas si luxueuse que ça parce qu'en fait... Mais c'est ça qui est bien, je trouve. Elle n'a pas, les panneaux de porte ne sont pas en cuir, etc. Mais le peu qu'il y a, c'est ce qui se voit. Voilà, là, j'ai du vrai bois sur le volant, j'ai du vrai bois en face de moi, sur le pommeau, etc. Et j'ai une voiture qui est finalement très très juste en termes de design intérieur. Mais toi qui chasses des voitures un peu partout, justement par rapport à des Maserati 3200 GT de l'époque, etc., j'ai l'impression qu'on a moins d'emmerdes. J'ai jamais lu qu'il y avait des problèmes avec les sièges chauffants, les machins. Tout ça, c'est du Ford éprouvé. Alors là, trompe-je. La techno, effectivement, climatisation, hi-fi, etc. est bien et appelle pas trop de critiques. Donc oui, là-dessus, en fiabilité, ils étaient top et ça vieillit plutôt bien. Là, il y a même des sièges chauffants sur celle-là, des deux côtés, etc. Voilà. Changeur CD dans le coffre, enfin non, il n'y a rien à dire là-dessus. Ce qui vieillit un peu moins bien, alors là on l'a pas ici, c'est les ciels de toit dans les coupés, hein, comme sur toutes les Jaguars, les ciels de toit deviennent un peu shaggy avec l'âge. Bon voilà, ce qui des fois est pareil, c'est fragile, mais c'est pas spécifique à Jaguar, les petits éclaireurs, les trucs comme ça, bon voilà. Je dirais, on a envie que tout marche et que ça soit pas cassé. Les joints sont pas très très solides. Celle-là, ça va, mais oui, on voit souvent que les économies ont été faites là. Souvent, ces joints-là peuvent se casser un peu, tout ça. Voilà, si on a été un petit peu négligent, bon, il y a des petites économies dans ces choses-là. Tu disais qu'avec les Italiennes, il fallait être doux, mais là, on voit la différence entre ceux qui ont été précautionneux avec leur voiture et ceux qui ont pas. Tu le vois bien, voilà. Tu le vois bien. Si t'as pas des marques sur le bois du volant, tout ça, ça veut dire que les gens étaient soigneux. Globalement, souvent, les propriétaires de Jaguar sont soigneux. Bon. Toi qui en vois beaucoup, tu me disais qu'en Allemagne, elles étaient un peu mieux. Je me trompe ou pas? En Bavière. Ah oui, en Bavière. Ouais, pourquoi? J'ai souvent eu des très belles Jaguars en Bavière. Je ne sais pas pourquoi, si c'est le fruit d'une coïncidence ou qu'il y a une affinité particulière entre les Bavarois et les Jaguars. Mais j'ai eu plusieurs fois l'occasion de voitures de personnes très âgées avec seulement une main ou deux mains sur la voiture et très soignées. Mais on en trouve beaucoup en France. Hein. Alors celle-là, c'est une Jaguar néerlandaise, hein, mais elle est très propre aussi. Pays-Bas aussi, beaucoup de belles Jaguars. Voilà. Alors allons-y sur la capote. Allez, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Je crois que j'en ai jamais vu marcher. J'ai hâte que tu me la démarres avec on va la démarrer. Parce que elle est plus chère en cabriolet qu'en coupé malgré tout? Un petit peu plus cher, ouais. Il y a 5 000 € d'écart aujourd'hui, on va dire, en occasion entre les deux. C'est-à-dire que tu as un coupé honnête à 20 000 et tu as un cabriolet honnête à 25 000 en 4 litres. Les 4 litres 2 sont beaucoup plus chers parce qu'il y en a eu moins, c'était la fin. Donc ça mais la 4 litres 2 a vraiment plus de perf et de rondeur ou... Non, franchement, c'est juste une évolution naturelle de la voiture. Bon, il y a une boîte 6, c'est vrai que le moteur tourne encore plus bas, etc. et consomme un peu moins, mais c'est pas fondamental, la 4 litres 2. Alors, passons à la capote. Qu'est-ce qu'il faut vérifier pour voir qu'elle marche bien et tu vois, parce que j'imagine que c'est quand même un petit billet, ça, voilà, si jamais elle merdouille. On va faire la capote. Donc déjà, quand on fait la capote, le conseil moi que je donne, c'est toujours de le faire moteur tournant, parce que sinon on va tirer énormément sur la batterie. Et quand on tire énormément sur la batterie, en fait, on peut aussi avoir les moteurs de capote qui ne sont pas très alimentés et on les fatigue aussi. T'entends ce moelleux, Julien? T'entends ce moelleux
à la danette, cette rondeur du V8. Ouais, c'est très civilisé, parce que ça ne gueule pas. Non, ça c'est... C'est merveilleux ce bruit, le très V8, c'est merveilleux. Donc on va faire je regrette la lenteté, pareil, dans l'esprit V8. On va faire la capote, on va lui fermer son capot, parce qu'en général, il faut que tout soit fermé pour que ça marche, il y a des sécurités. Du coup, tu filmes, c'est la première fois que je vois en étant à l'intérieur. Voilà, et puis les fauteuils sont merveilleux. Donc on a un petit bouton roof très simple. Alors ici. il est là, ouais, voilà. C'est tout bête. Et donc tout ce qu'on va faire, c'est lui faire son cycle comme ça. Alors coffre ouvert, tiens, alors il faut que je ferme, j'ai le coffre là-bas qui doit être resté ouvert. Donc si j'ai un truc ouvert, la capote ne veut pas, ouais, voilà. Tout est éclairé en verre, je ne sais pas si Julien peut voir, mais j'aime énormément. C'est l'époque encore du verre. Ces fûts de compteur en verre, Julien les fera tout à l'heure. Alors on y va. On va faire le toit. Il faut que j'ai le frein là aussi. Voilà. Et ça, tu testes quoi? D'abord, tu regardes la vitesse de déploiement, la régularité. Oh, elle va faire son truc normalement. Hein. C'est entièrement automatique. Ouais. Quel pied. Elle remonte les petites vitres de quart à l'arrière, voilà, et là elle a fini. Je peux relâcher. Attends, je veux la voir capoter. Ça a mis très peu de temps en fait. C'est très rapide, ouais. Elle est très belle capotée aussi d'ailleurs. Elle est somptueuse. J'en ai vu parfois qui ont des capotes bleues. Moi, je la préfère encore. Elles sont en général coordonnées avec la carrosserie. Non, mais c'est un luxe. De couleurs de capote. T'as beaucoup de couleurs de capote. T'as beige, t'as noir, t'as bleu, t'as vert. Sur le vert, c'est chouette parce que c'est vraiment ton sur ton. Elle est aussi belle capotée que. Ouais, le design est joli. Elle est très arrondie en fait, comme la voiture. Franchement, c'est une perfection cette caisse. Oh là là. Alors la capote, si on parle de la capote rapidement, bon. La capote, ça se marque toujours au niveau des armatures. Vous voyez, tu as des petites marques un peu comme ça, pas méchantes. Alors, les voitures comme ça, il faut toujours les garer, même si c'est pour 2 heures, capote fermée, bien tendue. Parce que plus on les laisse capote dépliée, plus ça va se marquer ici. Donc là aussi, tu sais si les propriétaires ont été soigneux ou pas soigneux. Ouais. Parce que au garage, capoté. Toujours capoté au garage, voilà. Donc déjà, comme ça, elle sera toujours bien tendue et on va éviter d'avoir des marques, etc. sur la toile. Bon, et après, ce qui est surtout aussi important, mais ça va être surtout pour les bruits aérodynamiques, c'est évidemment de regarder le joint qui est devant et de regarder que quand la capote est fermée, on est bien plaqué, parce que si on n'est pas bien plaqué parce que le joint ici est en mauvais état ou que la capote a trop travaillé, on va avoir des bruits d'air dès qu'on fait un peu d'autoroute, etc. C'est quand même une capote qui est complètement doublée. Elle a un ciel de toit aussi, hein, on peut filmer l'intérieur. Ouais, c'est doux. Elle a un ciel de toit en suédine, hein, donc c'est très capitonné à l'intérieur. Voilà, c'est parfaitement étanche. Elle a une très forte insonorisation, hein, c'est une capote qui est doublée, comme il y avait déjà sur la XJS, donc ça veut dire que quand on roule vraiment, la différence avec le coupé est assez subtile, hein. Il n'y a que quand on passe sur des Mais c'est ça qui est important de dire, c'est que c'est vraiment... C'est très watté, quoi. C'est une voiture vraiment utilisable au quotidien. Complètement. Bon, à part les problèmes de protection, comme tu disais, il ne faut pas la garer n'importe où parce qu'elle n'est pas protégée, mais c'est vraiment une voiture, on peut tout faire avec. On a une vraie lunette dégivrante en verre, hein, c'est pas un transparent en plexiglas, donc Jaguar a toujours mis des sous dans ses capotes, hein. Même sur la XJS, c'était fabuleux la capote, et là, c'est encore une capote qui est très très haut de gamme. Donc c'est le point fort de la voiture. Mais on est d'accord, hein, la XJS qui est magnifique, on avait fait une vidéo avec toi, c'est une vieille voiture. C'est totalement différent, ouais. Et là, on a une voiture qui est totalement... C'est beaucoup plus facile qu'une XJS à utiliser, c'est plus maniable, c'est plus léger. Rentrer-sortir de la voiture, la XJS est beaucoup plus basse en fait, l'air de rien. Donc là, la XJS, vraiment, tu descends dans la voiture, là tu t'assois comme dans une berline, voilà. Et puis la voiture a... Elle est longue, hein. Combien de mesures? Mais c'est ça qui est magnifique, quand je vois la longueur du coffre. C'est une grande voiture. Je sais pas combien elle mesure exactement, mais elle doit faire un bon 4,65 m ou 4,70 m, c'est-à-dire pratiquement la taille d'une berline. Hein. Ouais. C'est franchement... Donc qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on n'a pas abordé sur la... Ah si, on n'a pas abordé les suspensions. Dans les choses techniques à regarder.
Alors, c'est pas très compliqué parce que d'origine, c'est des amortisseurs standards. Après, on pouvait avoir des amortisseurs pilotés, voilà. Donc là, c'est des amortisseurs standards. Ils sont pas d'une durée de vie énorme chez Jaguar. C'est-à-dire qu'en fait, même si vous avez une voiture qui a 100 000 km d'origine, bon, si on était chez Mercedes, on va dire c'est bon, les amortisseurs vont faire 200 000. En général, chez Jaguar, ils sont déjà un peu pompe à vélo ou ils fuient. Donc en général, ça se remplace. Après, ils coûtent pas cher. Donc c'est des amortisseurs de grande série très standard. Donc pas mégoter sur les amortisseurs parce que comme c'est une voiture souple, on ne va pas forcément se rendre compte qu'elle a perdu de la tenue de route. C'est ce que j'allais dire, hein, parce que tu parles tout le temps du nominal. Voilà. Mais moi j'ai toujours été frappé, même du temps des XJ40, c'est des voitures qui se conduisent malgré tout. Qui sont précises. Ouais, voilà. qui sont précises. C'est confortable, c'est souple, c'est moelleux, mais ça reste précis. Si dès qu'on fait de la petite route, on sent que le train arrière se dandine un peu trop, typiquement c'est souvent les amortisseurs arrière qui sont d'origine et ceux d'avant ont déjà été changés. Il est grand temps de changer les arrières. Bon, alors je remontre simplement pour ceux qui veulent le faire, hein, mais pour voir si une voiture, je ne vais pas le faire comme ça sur l'aile parce que je ne vais pas l'abîmer, mais je vais le faire en ouvrant le coffre. Hop. Ah, le test de faire ça, c'est pas du pipeau? Non, c'est pas du pipeau parce qu'en fait, que c'était un peu... une voiture a des ressorts et un amortisseur. Donc en fait, le ressort, si on n'avait pas d'amortisseur, un ressort, quand on appuie dessus, il va faire dang, 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 dang. Il va mettre très longtemps à s'arrêter. Et en fait, l'amortisseur va arrêter très vite l'oscillation du ressort. Donc quand vous n'avez plus un bon amortisseur, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'ai un ressort fou qui fait ça, 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 et qui s'arrête. Donc la meilleure façon de le faire, on va dire, c'est simplement de mettre un peu tout son poids sur la voiture, par exemple, à l'arrière, et puis de la laisser. Bon, là, elle fait rien, quoi. Elle revient tout de suite. Voilà. Donc là, je sais que si jamais je fais ça et que j'ai la voiture qui fait là, ça veut dire que j'ai plus d'amortisseur à l'arrière et qu'il va être urgent de les faire. Super grand coffre, hein. On peut voyager alors, voilà, tranquille. Le coffre est tout à fait honnête pour ce type de voiture. Donc c'est pour ça qu'elle est longue aussi. Et on a encore une vraie roue de secours, une vraie roue énorme. Voilà. Et batterie à l'arrière. Dis donc, énorme la batterie. Et une grosse batterie, ils n'ont pas mégoté non plus sur la taille des batteries. Voilà. Une voiture avec des qualités. Donc c'est une voiture, là il y a de la qualité aussi. C'est ce que j'aime bien encore à cette époque-là, c'est qu'on a de la qualité sur les voitures. Mais si je te suis, c'est le meilleur des deux mondes cette histoire, parce que finalement on a Ford à apporter une rigueur et quelque part fait qu'il y a encore beaucoup de pièces qui sont accessibles, on trouve des choses, c'est pas une voiture, c'est pas compliqué en fait, et à conduire c'est top quoi aussi, enfin à partir du moment où on aime conduire cool. À conduire c'est une bonne voiture, très très bonne routière et sans mauvaise surprise, voilà c'est. Et le prix des pièces n'est pas très cher, c'est-à-dire que, en fait, comme c'est que de la grande série et que tout est partagé avec les berlines XJ qui ont été faites en centaines de milliers d'exemplaires. C'est les X300. Les X300, voilà. Qui ont les premières V8, puis après, tu as la 308. Donc, en fait, pareil, je veux dire, si je dois remplacer une paire de disques de frein, allez, à tout casser, la paire de disques de frein, ça doit être 250 €, tu vois. Donc, en fait, il n'y a rien qui est très cher sur la voiture. C'est les consommables courants, je dirais, c'est des tarifs très très corrects, quoi. Et on a tout ce qu'on veut aujourd'hui encore sous la main. Donc on peut rouler avec ces voitures. Oui, c'est des voitures à rouler. C'est des voitures à rouler. Pas, tu fais du kilomètre, voilà, et même si tu en achètes une qui a 180 000 km et qui est super entretenue, faut pas avoir tu y vas les yeux fermés, voilà. Mieux qu'une qui a peut-être moins de kilomètres, mais qui a l'air toute fatiguée, qui tire un peu la tête et qui a tous les trucs. On en voit des fatigués, hein, parce que je regarde tout le temps. Ça, les cuirs abîmés. Parce que voilà, si tu te dis, ok, mais mon siège est moche, il faut que je le refasse. J'ai des panneaux de boiserie qui sont abîmés, comment je vais les trouver? J'ai mon ciel de toit de capote qui est déglingué, j'ai mes baguettes à repeindre, etc. Et j'ai des rayures un peu partout sur les portières. Bon, à l'arrivée, la voiture à 15 000 €, elle en vaut plus 15 000. Hein, donc, c'est fait pour être beau. Hein, c'est fait pour être beau, une Jaguar. Donc, bon, bah, c'est vendu. C'est vendu. Allez. Je vous remercie, Monsieur Guiraud. Vous pouvez retrouver toutes les rubriques que faut-il savoir avant d'acheter avec Alexandre et Classic Auto Invest sur notre site poa.tv, sur YouTube aussi sur la chaîne. Abonnez-vous, c'est important pour nous. Et toutes les voitures que vous voyez là ont été faites, ont été publiées ou seront publiées. Donc il y en a beaucoup, régalez-vous et à bientôt sur POA. Ciao et vive les XK8 cabriolet.